Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Walter Badet qui prend la parole. L'expression « parcours fait main » prend tout son sens lorsque l'on découvre Walter. Horseman, as-tu déjà entendu ça? Un métier, un mode de vie. Walter est animé depuis son plus jeune âge d'une passion pour les chevaux qu'il ne peut expliquer. Peut-être une fascination, un appel pour la liberté, pour l'ancrage, pour l'authenticité. Il témoigne ici de son parcours, de son bout de vie américain où il a commencé à dessiner sa vie, de ses rencontres avec des Amérindiens qui l'ont aidé à se construire, de sa découverte du milieu carcéral qui lui a révélé le spectre de l'humanité et bien sûr, du cheval. En quoi le cheval est-il un être si inspirant? Qu'a-t-il ressenti lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de chevaux sauvages n'ayant jamais été en contact avec l'homme? Les Mustangs. Comment gérer la peur de prendre un chemin de vie hors des sentiers battus? Comment créer sa place dans ce milieu sans parcours balisé? Allez, installez-vous confortablement et c'est parti! Bonne écoute sur l'Enthousiaste. Bien le bonjour Walter et bienvenue sur l'Enthousiaste. On est ravis de te recevoir. La première question qu'on pose à chaque personne qui vient prendre la parole à notre micro, c'est de se présenter de la façon dont tu le souhaites pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Déjà bonjour et merci à vous de me recevoir dans votre podcast. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Me présenter, j'ai toujours eu pendant très longtemps du mal à me présenter. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est une question qui paraît simple, mais qui peut être plus compliquée que ça. Je suis quelqu'un de cheval, donc on peut appeler ça un homme de cheval, un horseman. Je suis quelqu'un qui passe principalement ses journées avec les chevaux et les humains. Donc je suis aussi accompagnant. Donc je suis un homme de cheval, je suis un accompagnant, ce qui n'est pas nécessairement la même chose aussi, de faire les deux. Je suis aussi quelqu'un qui crée beaucoup de projets. Donc je suis chef d'entreprise, je suis un homme de 53 ans, je vais dire mon âge, comme ça sera fait. Et voilà, je suis animé par beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui adore apprendre et je suis tout le temps un peu dans une recherche de plus. De plus? Oui. Écoute, ça te fait en effet pas mal de casquettes là d'entrée de jeu. Et la première chose que qui m'a interrogée, c'était de me dire, pour toi qui passes tes journées avec les chevaux, qu'est-ce qu'un cheval? Qu'est-ce que ça représente? C'est un animal comme nous, parce qu'on est quand même des animaux, dans ce qui représente pour moi en tout cas, parce que je pense que chacun en fait sa représentation. Pour moi, c'est vraiment déjà du vivant. Donc, le vivant avec du physique, du mental, de l'émotionnel, un être vivant qui prend des décisions, un être vivant qui est capable de ressentir. Donc, c'est avant tout pour moi un être vivant. Je dis ça, mais ça peut paraître bête, mais le cheval peut aussi, à un moment donné, être un peu plus objet que sujet. Pour moi, c'est un vrai sujet, ça c'est sûr. Ce qui représente, il y a tout un monde un peu imaginaire, des rêves de gamin pour beaucoup de personnes, d'être avec les chevaux, d'avoir son propre cheval, de monter à cru sur la plage. Il y a tout ce côté imaginaire. Et puis la symbolique qui est très importante à travers cet animal, je pense, de liberté, de puissance, de beauté. Pour moi, ça reste un animal qui fait partie de ce qu'on appelle un peu la transcendance. C'est quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. Pas par la taille,
mais aussi par la taille, mais par sa beauté, par sa bonté, par ce qu'il est profondément en tant qu'animal de 500 kilos. Voilà, il symbolise énormément de choses. Mais la liberté, quand même, reste... L'un des critères qui, pour toi, est celui qui fait que, en fait, de tout temps, le cheval a fasciné l'homme. Je pense dans le sens où on va, pour moi, un petit peu sur le syndrome d'Icare, hein, je veux voler, c'est-à-dire de quitter mon sol terrestre, là où je suis en sécurité, en tant qu'humain, et de mettre mon corps sur un animal qui est d'une puissance incroyable. Et je pense qu'on va inconsciemment, je pense qu'il y a ce côté qui est très important chez l'humain, d'aller un peu voler avec son cheval. Et donc d'aller au-delà un peu de ses propres limites. Ouais. Et puis sa liberté à lui. Pour moi, c'est un être qui est extrêmement libre, dans le sens où... Comme je dis souvent que je vois rarement des êtres aussi libres, même s'ils sont enfermés entre 4 fils. C'est-à-dire il y a une liberté, une vérité d'être qui est juste animale. Et ils n'ont pas peur de s'exprimer, ils n'ont pas peur de dire non, ils n'ont pas peur. Et en ce sens-là, ils sont très très libres, en fait. Quand je les compare avec nous humains. Il n'y a pas de calcul, de peur de décevoir, de peur de rater, de peur de pas être à sa place, de peur de passer à côté de quelque chose qui fait qu'en fait, ça t'ancre dans le moment présent. Oui, c'est un animal, tout simplement. Et donc, tout ça, ça n'existe pas. Il y a zéro scrupule. Il n'y a pas de culpabilité. Et donc, c'est inspirant. On sera jamais des chevaux, mais c'est inspirant de toucher un peu à ça et de se dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de m'inspirer de ça pour me dire, mais si je peux être un peu plus comme ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Et en fait, je m'aperçois que c'est très apaisant, en fait, de lâcher un peu les croyances, toutes ces barrières, toutes ces limites qu'on s'est posées, tout ce qu'on a appris, qui n'est pas nécessairement ce qui nous correspond. Donc, le cheval est très inspirant dans cette liberté-là, en fait. Intéressant. Et toi, donc, dans ton métier, t'es médiateur. C'est ça, médiateur équin, si je me trompe pas? Oui, oui. Enfin, du coup, qui te permet d'être à cette interface homme-cheval. Ouais. Et justement, parce que j'avais aussi vu que tu disais que tu avais une position de passeur dans le podcast à cheval de Morgane, dont j'ai oublié le nom de famille. Penquin. Morgane Penquin. Qu'est-ce que c'est la médiation, du coup? La médiation, c'est vraiment... pour moi, c'est très clair. C'est vraiment pouvoir favoriser la rencontre entre l'humain et le cheval. Okay. Après, ça peut s'étendre à d'autres animaux, hein, mais la médiation, c'est vraiment favoriser la rencontre. Et le rôle de médiateur, il est de s'assurer que tout le monde soit écouté. Ça, c'est très important. Donc oui, je suis passeur dans le sens où je vais renvoyer des informations que je vois, que je ressens chez le cheval, chez l'humain. Et donc, je suis un peu un canal, quoi. Je suis un canal de communication et d'apprentissage aussi technique, puisque on a aussi besoin de technique. Et voilà, donc c'est en ce sens-là que je suis médiateur, oui, mais la vraie médiation, elle est faite par le cheval. C'est joli comme phrase. Et toi, du coup, tes journées en tant que médiateur, chef d'entreprise et les nombreuses casquettes que tu as évoquées juste avant, à quoi est-ce qu'elles ressemblent, ces journées-là? Mes journées? Ouais. Ah, alors... Alors, ça a quand même bougé depuis 3 ans. Mes journées étaient très, 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 très occupées
professionnellement avant. Et aujourd'hui, quand je suis occupé au travail, je suis souvent très occupé parce que les journées sont longues. Et en même temps, j'ai trouvé un équilibre quand même dans ce repos ressourçant, absolument nécessaire, et l'activité en fait. Et du coup, si je t'explique un peu je travaille à peu près 6 mois de l'année. Donc j'ai 6 mois où je m'occupe, tu vois, être en famille, et puis mes hobbies, j'ai beaucoup de hobbies, donc voilà. Et en fait, le cheval m'a beaucoup aussi appris cette notion de mouvement, d'activité, qu'elle soit professionnelle ou quoi, physique, etc. Mais que s'il n'y a pas de repos, alors ça va être compliqué d'être pérenne et d'être disponible et accessible dans une activité professionnelle qui est quand même pas anodine. Je suis avec les gens, j'accompagne, donc j'ai vraiment besoin de me sentir disponible. Et donc, j'alterne beaucoup entre bouger et me reposer. Ok. Et justement, quand tu accompagnes les gens, donc c'est des stages où tu reçois des gens, des propriétaires de chevaux et que tu accompagnes dans le travail? Oui, c'est ça? donc je fais des stages principalement sur les week-ends en général. Okay. Et donc je reçois 7 couples de personnes et leurs chevaux. On passe le week-end ensemble et on fait principalement que du passage individuel. Donc chaque personne passe avec son cheval et puis on tourne. Ça me permet de voir un petit peu chaque couple dans son entièreté, j'ai envie de dire. Voilà, donc je mets l'accent sur vraiment le passage individuel parce que après en collectif c'est compliqué. Donc l'attention est un peu plus divisée, quoi. C'est plus difficile de... En tout cas, c'est pas ce qui m'anime aujourd'hui de faire du collectif. Donc mais donc je fais des stages sur les week-ends, je fais des formations aussi de 5 jours. Entre autres, voilà. Ouais, tout un programme. Et quand est-ce que tu as décidé de faire ce métier-là et d'adopter ce mode de vie? Je me suis jamais assis à un bureau en me disant tu vas faire ça. T'as pas fait une liste pour et contre? Non, je sais même pas pourquoi je suis avec les chevaux, tu vois. Je sais même pas pourquoi je suis arrivé. Il y a pas d'événement marquant chez moi. Tu vois, j'ai pas grandi dans une famille où il y avait des chevaux. Mes parents sont pas profs d'équitation. Tu vois, je peux pas te dire que... Mais le cheval, depuis tout petit, j'étais très très attiré par lui. Et donc, j'ai cassé les bonbons à mes parents pour en avoir. Mais on pouvait pas. Donc... Et mon métier, je l'ai pas pensé, en fait. Ça s'est fait de lui-même, de par les... Oui, le fait, en fait, tu vois, maintenant que tu me poses la question, le fait que je passe du temps avec le cheval, de plus en plus, la vie m'a amené aux États-Unis après, donc j'ai passé 24 ans. Et le fait de passer du temps avec le cheval et d'apprendre le cheval, de comprendre le cheval, de m'y coller, etc., je me suis aperçu qu'à un moment donné, je développais des compétences que les gens recherchaient. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais aller aider celui-là, je vais aller aider celle-là. Et puis, en fait, je me suis aperçu à quel point, en fait, l'humain qui cherche à tout prix à éduquer son cheval a lui aussi besoin d'éducation par rapport à son cheval. Et quand je dis éducation, c'est pas de l'éducation, c'est pas de la connaissance, c'est pas très cognitif, c'est beaucoup de savoir-être. Et donc, très naturellement, j'ai commencé à aider les gens. Parce qu'en aidant les gens, je me suis dit, je vais sûrement aider beaucoup de chevaux. Voilà. Oui, parce que du coup, t'avais quel âge quand t'es parti aux États-Unis? J'avais 20 ans, ouais. À peine 20 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir? Mon ex-femme à l'époque. Parce que, j'avais pas de désir d'aller aux États-Unis.
Et puis j'ai rencontré mon ex-femme donc en France et qui était américaine, enfin, et qui l'est toujours d'ailleurs, pardon. Et voilà. Et puis la vie m'a amené là-bas. Wow. Et du coup, je suis resté là-bas. 24 ans, donc 24 quand ans, même le temps d'y planter quelques racines et de vivre un certain nombre d'aventures. Ah oui, c'est ma deuxième maison. Ouais, waouh. Et t'avais dit, alors j'ai oublié de me renoter dans un des deux podcasts, soit de celui de Pierre Beaupère, soit celui de Élodie. Pour moi, c'était l'Eldorado, en parlant des US. Et en quoi c'était l'Eldorado, justement, pour cette culture du cheval ou Ouais, mais écoute, c'est un peu le rêve quelque part, parce que même si t'as pas voulu y aller, tu l'idéalises. Tu vois, moi, c'était les films de cow-boy, quoi. Typiquement, les westerns. Oui. Et moi, c'était les films de cow-boy, les Indiens. C'était pas du tout New York City. Dans ma tête, c'était pas ça. Donc, bien évidemment, j'ai fini à la campagne, là-bas, chez les cow-boys et entouré d'Indiens, tu vois. Et donc, j'ai trouvé une réalité qui était pas exactement celle que j'avais imaginée, mais très très belle dans la vérité dans la campagne, dans le rapport à l'animal, dans la vie en elle-même, le rythme de vie, dans le travail et la dureté du travail aussi. Enfin, pas la dureté avec l'animal, mais la dureté de... Voilà, se lever tôt, nourrir les chevaux, aller faire ça. Et en fait, ça correspond à... Je viens de là, moi, en fait. Jusqu'à l'âge de 6 ans, on a vécu avec mes parents au 2e étage chez mes grands-parents qui étaient fermiers. Et voilà, je viens de la terre, quoi. C'est clair pour moi, quoi. Donc, je suis bien dans la terre, quoi. Ouais, t'as retrouvé ça là-bas. Et c'était un rythme de vie dans lequel tu t'es retrouvé aux États-Unis rapidement, dans ce milieu avec les chevaux et justement ce retour à la terre ou Pas au début, non. Non, au début, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été à San Francisco. Puisque c'est là-bas que les parents de mon ex-femme habitaient. Et c'est vrai que le temps d'adaptation a été intéressant, on va dire. Compliqué des fois, parce que je parlais pas beaucoup anglais. Ouais, c'était une sacrée aventure. Franchement, c'était courageux. Hein, Ah non, mais là, là, c'était une partie de moi, je sais pas d'où elle est sortie, mais quand je me rappelle quand j'ai dit que je partais aux États-Unis, mes potes, il y a 3 de mes potes, mes meilleurs amis qui m'ont dit, mais toi, tu feras pas 6 mois là-bas, quoi. Me connaissant. Et d'oser partir et quitter la famille, quitter les amis. Ils m'ont dit, tu feras pas 6 mois. Ouais, quitter tous les repères même culturels et... Ouais. Et c'est vrai que autant ça reste pour moi un des plus beaux pas de ma vie, autant c'est vraiment un des plus durs. Les 6 premiers mois, je parlais pas anglais. Je comprenais rien à ce qu'on me disait. Je pouvais pas échanger. Et tous les jours, pratiquement, je prenais le téléphone. Tu vois, et j'appelais United Airlines pour prendre un billet d'avion, tu vois, pour rentrer. Tu vois. Alors, je le faisais quand mon ex-femme était au travail, parce que j'avais plus, tu vois, bon, allez, là, je rentre. Et à chaque fois, ça répondait, Can I help you? Et je raccrochais à ce moment-là, et je me disais, non, pas encore. Comme si, inconsciemment, je savais que j'avais encore autre chose à faire là-bas, mais j'avais quand même très conscience que c'était compliqué. Que c'était un challenge, quoi. Ouais. Et puis, il y a eu un passage, notamment par la langue, où j'ai commencé à comprendre. Et donc, tu as pu commencer à te sentir aussi un petit peu à l'aise, un petit peu chez toi, quelque part, de pouvoir ne serait-ce que faire un peu de lien avec les gens. Oui, c'est ça. J'ai pu commencer à communiquer, en fait. Et à comprendre ce qu'on me disait. Donc, ça a été un peu libérateur, quand même. Et puis c'est devenu kiffant, en fait. C'est devenu là, ça kiffant. Y est, l'aventure commençait. Je parle anglais, là, ça y est. Donc, ça a vraiment été des étapes, des phases dans le fait que j'ai osé ce grand pas, là, ce grand saut au-dessus de l'océan.
Et puis en fait, maintenant je regarde, c'est vraiment la richesse, une des richesses de ma vie, ce pas. Parce que j'ai aussi, après, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, bon, allez, on va conquérir les États-Unis, quoi. Tu vois? Mais vraiment, c'était l'American Dream. À un moment donné, je me suis dit, bon, t'es aux States, il y a plein d'opportunités que tu as pas ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et du coup, je dis, allez, on y va, là. Et puis, le cheval m'a toujours ramené, et puis, du coup, j'ai toutes les idées un peu farfelues de devenir riche ou monter des entreprises. Le cheval m'a toujours ramené, et en fait, j'ai envie de dire, quelque part, il m'a freiné dans mes trucs un peu superflus. Et du coup, tant mieux, parce que comme maintenant, quand j'y pense, c'était vraiment des trucs de gamin, tu vois, qui me correspondaient pas. Oui, il t'a permis à chaque fois, en fait, de te réancrer. Ouais. Bah, j'arrivais pas trop à le quitter, en fait. Je voulais partir à la grande ville faire des trucs, et en fait... Et en fait, le cheval, il serait pas venu avec toi. Ouais, et du coup, tu vois, je suis allé chercher un job dans un ranch, et j'étais trop heureux, quoi. Ça, du coup, ça a été le premier pas que t'as fait dans le monde du cheval quand t'étais aux États-Unis? Commencer à travailler dans un ranch En termes de travail? Bah ouais, pour... Tu vois, te former au monde du cheval, parce que... Ouais, mais en fait, tu sais, moi, tout ce monde un petit peu... en tout cas, cette approche peu du cheval... j'ai découvert là-bas j'ai été voir des démonstrations de gens de grands noms de cheval et tout ça. Et donc, j'ai découvert quand même quelque chose qui était un peu nouveau pour moi. On se comportait différemment avec le cheval, on faisait des choses différentes de ce que je connaissais moi. On n'y allait pas à la cravache, on faisait, tu vois, et du coup, ça m'a intrigué quand même de voir ce que ces gens arrivaient à faire avec beaucoup moins et en faisant beaucoup plus, en fait. Et surtout de voir des chevaux quand même qui étaient relativement contents d'être avec son humain, quoi. Oui, apaisés, bien dans leur tête. Ouais. Donc, du coup, ça m'a intrigué. J'ai dit, putain, c'est quoi ce bordel? Comment ils font, quoi? Et du coup, j'ai creusé, quoi. J'ai vraiment voulu creuser. Donc, j'ai été voir des gens. J'ai été un peu me former à droite à gauche avec des gens là-bas qui étaient connus à l'époque. Et puis, et voilà. Et après, J'avais cru voir, alors il me semble que c'était sur une présentation de toi où il y avait écrit que tu t'étais formé auprès d'Amérindiens ou de natifs. Alors, les Amérindiens, non, là, j'ai pas du tout été en formation chez eux, mais quand j'ai acheté mon ranch en Arizona, j'étais entouré de 22 tribus indiennes. Okay, parce que là-bas, il y a des petites sections territoriales qui appartiennent aux Indiens, et donc il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a derrière chez toi, il y en a à 3 kilomètres. Donc voilà, il y a des Mescaleros, il y a des Navarros, voilà. Alors ça reste quand même assez fermé dans l'ensemble, si tu connais pas, mais j'ai eu accès quand même à ces gens. Parce que le ranch, tu l'as acheté au bout de combien de temps quand tu étais en Arizona? Le ranch, c'était tard, en fait. C'était... En fait, je suis resté 9 ans à San Francisco, et après le reste en Arizona. Donc, quand je suis arrivé en Arizona, j'ai acheté mon ranch. Mais, et du coup, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Dominique, et qui était Lakota, et qui a quitté ce monde aujourd'hui. Il est devenu mon ami, on est devenus très amis. Et du coup, voilà, je suis rentré un peu dans cette culture amérindienne que je voyais, moi, à mon image. Et alors, bien entendu, il y a plus les tipis et tout ça, mais par contre, grâce à Dominique, j'ai pu aller chez les Hopis, dans des tribus très reculées, passer du temps avec eux. Voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes amérindiennes. Et là, j'ai retrouvé tout ce qui m'animait au fond de moi, tu vois, cette sagesse, ce côté terre, animal. En fait, quand tu les côtoies et que tu
que tu les contactes. Parce que tu passes un petit peu de temps avec eux et qu'ils se livrent et que c'est des gens qui te regardent droit dans les yeux et qui te parlent avec le cœur, tu vois. Et donc ça m'a beaucoup servi aussi. Et donc ça m'a beaucoup servi avec le cheval et trouver ma voie avec le cheval en fait. Parce que du coup avec eux t'as pu, mes mots seront peut-être un peu maladroits, mais travailler avec le cheval avec eux ou les voir travailler avec le cheval? Non, pas trop. Non, très très peu. Donc c'était vraiment leur philosophie de vie finalement qui... C'est eux qui me voyaient avec le cheval. Ok. Ouais. La plupart du temps. Et bon, voilà. Pour moi, il y a des moments marquants dans ma vie et celui que je vais te partager, voilà, c'est vrai, ça en fait vraiment, pour moi, c'est un pilier dans ma vie, un marqueur. Il y a un moment donné, j'étais assez perdu parce que je me dirigeais vers une approche avec le cheval qui était un peu différente de celle qui était beaucoup plus rustre. Tu vois, l'équitation classique, je pense qu'on a dans les centres équestres. Oui, un rapport, on va dire, un peu plus dominant, etc. Tu vois. Et du coup, quand je me suis dirigé vers ça, je me suis confronté à les cow-boys avec lesquels je travaillais. Tant que je faisais comme eux, ça allait. Et le moment où je commençais un peu à faire un peu différemment, ils me regardaient de travers et le Frenchie, c'était un peu le compte service, tu vois. Okay. Et donc au fur et à mesure, avec certaines personnes, ça s'est un peu dégradé puisque leur perception n'était pas du tout la mienne. Et j'étais un peu perdu parce que je commençais à me positionner aussi avec le cheval, avec mes chevaux, quand le maréchal Ferrand venait et que son comportement me dérangeait avec le cheval, je comprenais pas pourquoi j'acceptais ça. Je voyais pas l'intérêt de faire ce qu'il faisait, j'avais une autre manière de le faire, mais lui non. Et à un moment donné, je me suis positionné et voilà, ça s'est passé par des mots, c'est passé par même mettre quelqu'un dehors, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je pose ma limite, mais du coup, ça déboussole tous mes autres repères de mettre maintenant... je me retrouve un peu tout seul, là. Pas tout seul, mais oui. Tu vois, la tribu est beaucoup plus petite, là, parce que je te parle de ça il y a quand même assez longtemps. Et Dominique est un de ceux qui a compris en fait ma détresse à ce moment-là, sans que je lui dise, et qui m'a regardé un jour droit dans les yeux et qui m'a vraiment, tu vois, qui a regardé mon cœur et qui m'a dit: la voix du cheval, elle est là. Et tu vois, quand j'en parle là, je m'autorise à vivre ça parce que j'ai encore ce moment, tu vois, heureusement qu'il était là à ce moment-là, tu vois. Parce que ça m'a conforté dans le fait que c'était OK ce que je faisais. Et du coup, je suis là aujourd'hui, très à ma place dans ce que je fais là. Voilà. C'est touchant, ouais, même. Waouh. En effet, oui, c'est un événement marquant qui a pu te conforter dans cette voie et te mettre dans une vie dans laquelle t'es encore aujourd'hui, en tout cas, je crois. Ouais. Alors, je te dis pas que c'est parce que c'était un Amérindien que quelqu'un d'autre aurait pu faire la même chose, oui. Mais bon, voilà, tu me parles d'Amérindien, je te dis mon expérience. Oui. Mais c'est comme j'avais vu, j'étais curieuse quand j'avais lu ça, je me suis dit, oh, intéressant, parce que c'est vrai que oui, on a tous ces imaginaires, mais depuis ici, c'est pas des gens qu'on côtoie, c'est pas des gens, en tout cas pas tous les 4 matins, avec qui on a l'occasion d'échanger ou d'apprendre. Ah, c'est clair. En tout cas, moi, de mon expérience, ils ont tous validé quelque chose à un moment donné. Et donc, ça m'a énormément... ça m'a boosté, tu vois. Ce quelque chose, t'arriverais à mettre le doigt dessus ? De quoi ? Ce quelque chose qu'ils ont validé. La voix de me faire confiance, que si je ressens ça, c'est sûrement la bonne chose, que le cheval, c'est ça, c'est un sujet, c'est pas un objet, et en même temps, un équilibre quand même. Alors, il n'y a pas que eux qui ont participé à ça, mais tu vois, cet équilibre de
d'être avec l'animal. Et j'ai envie de dire presque au même niveau, quoi. C'est pas passé. De travailler ensemble. Voilà. Main dans le sabot ou inversement. Ouais, puis tu vois, puis le fait que ça, c'est pas une poupée. On n'est pas là pour le baby-sitter non plus. On est là pour faire des choses ensemble. Des fois c'est plaisant, des fois c'est pas plaisant. Et en même temps, tu te dis ouais, c'est la vie, quoi. Tu vois. C'est la vraie vie, quoi. On entend souvent dire que l'équitation, le cheval, c'est des écoles de la vie. Ah ouais, c'est la vraie vie, quoi. Dire ça. Et j'ai regardé ton documentaire An American Idol et je me Icon, oui, c'est vrai. Et je me demandais comment c'était, enfin, ta rencontre en fait avec les Mustangs. Pourquoi est-ce que t'es allé les voir? Pourquoi t'es allé travailler avec eux? Est-ce que c'était vraiment la première ou est-ce que ça faisait un moment que tu les étudiais? Est-ce que ça s'est fait complètement par hasard? Mais bon, le hasard s'organise apparemment. Non, j'ai rencontré 2 personnes dans le monde du cinéma, chez des amis. Et voilà, on a discuté un peu et je leur demandais ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit, on est embauché par une dame qui a sauvé un grand nombre de Mustangs qui étaient en train de dépérir, etc. Et elle les a mis sur des terres en Utah. Et elle nous a embauchés pour aller prendre des photos et faire quelques vidéos. On y va dans 3 jours. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, j'explique un peu ce que je fais. Et de fil en aiguille, ils me disent, mais si tu veux, viens avec nous, quoi. Et du coup, je finis là-bas avec eux, sans aucun objectif particulier, tu vois, à part juste de les voir. Ouais. Les hasards de la vie, c'est fou. Ouais, avec, tu vois, eux, ils avaient un peu de matos quand même, qui était sympa, mais c'est pas, voilà, ils sont pas venus faire un film, quoi. Donc, on a passé la journée là-bas, ils ont tenté de me suivre tant bien que mal, ils m'ont équipé de GoPro, de trucs. Et puis, ce qui s'est passé avec le cheval, ça a été magnifique. Et du coup, voilà, on a fini... Donc, tout ça, là, ce qu'on voit dans le documentaire, c'était ce jour-là. Une journée. Waouh, ok. Parce que tu vois, quand je l'ai vu, moi, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, déjà, où est-ce qu'il a trouvé un troupeau? Il a dû étudier avant, et puis ils ont dû s'habituer pour qu'ils puissent, ne serait-ce qu'au début du film, s'asseoir. T'es loin, mais t'es proche quand même, quoi. Je me suis dit, mais ils ont dû peut-être s'habituer à voir des gens où j'ai. Alors, ils ont jamais été touchés, ces chevaux. Wow. Ils ont été drivés et lâchés sur, je sais plus combien, 8000 hectares, ou je sais plus, c'est énorme. C'est dingue. Ouais, c'est très grand. Et donc, on les a cherchés un petit peu, on a eu de la chance de pas mettre 3 heures à les trouver. Et donc, après, ça a été une journée de 6h30 du matin, à peu près, à 19h, jusqu'à temps qu'il fasse nuit. Et bon, ce qui s'est passé, ça a été juste incroyable. Voilà. Et du coup, ils ont filmé tant bien que mal. Alors, je crois qu'on est rentré avec 9 heures et quart de footage. Mais il y avait à peine 1 heure de contact. D'exploitable. Ok. Tout le reste, c'était n'importe quoi. Ça tremblait dans tous les sens. Et grâce à quelqu'un que j'ai rencontré à Nîmes, un jeune réalisateur, Jonathan Vigouroux, mon ami maintenant. Et il a vu le footage et il m'a dit, je vais te faire un film. Et j'ai dit, t'es sûr? Parce que là, c'est compliqué. Et je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas comment il a fait, mais il a raconté l'histoire. Ouais, donc, et puis il a bien raconté, chapeau à lui. Voilà, donc voilà, tu vois, c'est un film sans ambition, sans prétention, je veux dire. Et je suis très content qu'il existe. Je suis surtout très content d'avoir fait cette journée qui a été... Ah oui, tu vois, 3 jours avant, tu te réveilles et tu t'imagines pas que 3 jours après... Tu te retrouves au milieu des Mustangs. Qu'est-ce que tu as ressenti justement en plus quand ils sont venus au contact Un peu de vulnérabilité, je dois te dire. Parce que même si tu sais que c'est des chevaux, l'énergie était tellement intense dans leur vigilance et dans... Tu vois, les moments où tu vois dans le film où ils font le banc de poissons, là...
Tu vois, j'ai pas bougé d'un poil, quoi. C'est juste à ce moment-là où je me pose trop de questions dans ma tête et ils le savent, tu vois, ils le sentent. Et du coup, ça les effraie. Et puis ils reviennent, et du coup, je me suis senti quand même assez vulnérable avec une énergie qui t'entoure, elle est aussi belle qu'elle elle est un peu effrayante quand même, tu vois. Et du coup, je me suis senti, je suis passé par plein de phases dans la journée. Hein. Tu as vu le film. Je me suis senti très très libre à certains moments. Je fais de la méditation en fait, hein, parce que j'arrêtais pas. Dès que je pensais trop, en fait, ça fonctionnait plus l'histoire, quoi. Tu vois, il commençait à s'éloigner, je pouvais plus m'approcher, et du coup, c'était vraiment une journée méditative. Ouais, là, pour le coup, ils t'ont bien ancré. Ils t'ont forcé ils m'ont dit, te pose pas trop de questions, parce que si tu veux un peu t'approcher, ça va être compliqué. Ouais. Et je suis sorti épuisé de cette journée. Oui, parce que c'est vrai que tu as dû ressentir, ça devait être d'une intensité. Ouais. Et quand tu dis vulnérabilité, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as ressenti un peu de la vulnérabilité aussi physique ? Parce que mine de rien, oui. Parce que tu as quand même, comme on dit, des bêtes de 500 kilos, il n'y en a pas qu'une. Oui, à un moment donné, début d'après-midi, quand j'étais toléré, accepté à être un peu dans le milieu du troupeau, mais pas à les toucher, hein. Mais bon, il y a une distance qui s'installait qui était beaucoup plus, on va dire, 5-10 mètres. Et puis à un moment donné, je me suis carrément assis, j'étais presque contre un cheval, quoi. Et au postérieur. Ah, il s'est positionné de cette manière-là. Et là, tu te dis, pas trop faire d'erreur, quand même. Alors, là, je peux plus me remettre dans mes pensées parce que... C'est quoi, en plus, que je me rappelle ces moments, je me dis, mais c'était inconscient et en même temps, je sais pas, j'ai juste fait parce que c'était ce qui, je sais pas. Ça semblait juste réfléchi. À ce moment-là. J'ai pas réfléchi. Ouais. J'ai pas réfléchi. C'est peut-être ce qui t'a sauvé, du coup. Oui, non, mais c'est sûr. Ouais. C'est juste que c'était ce que je sentais de faire, tu vois, de me mettre à terre et de laisser ce cheval, voilà. Ouais, ça devait être une sacrée rencontre aussi. Et je voulais discuter avec toi d'un autre moment de ton périple américain, de ta découverte du milieu carcéral, où j'ai vu que tu avais un peu travaillé, participé au programme, notamment je me suis noté la prison de Gilbert, je crois, en Arizona, où ils amènent les chevaux. Je vais te corriger après, l'information. N'hésite pas. Je m'étais demandé déjà... d'où te vient cette sensibilité à ce milieu-là, au milieu carcéral ? Bonne question. Hein. Alors attends, je suis là pour t'embêter aujourd'hui. Je rectifie l'information. Gilbert, oui, je connais la prison Gilbert, mais c'est pas là-bas que j'ai travaillé. D'accord. Là-bas, j'ai été voir, j'ai rencontré le responsable du programme, j'ai vu tous les Mustangs. Il y en avait 1400 qui étaient sur place, dans la prison. Bon, après, c'est des prisons... Le terrain est à perte de vue. Hein. Oui, c'est des grandes prises, c'est des terrains énormes. J'imagine pour avoir 1400 chevaux. Ouais, qui venaient d'arriver en plus, 1400 Mustangs qui venaient d'arriver. Et au milieu, des petites silhouettes avec des combinaisons oranges qui avaient pour mission de driver des chevaux dans un endroit, de séparer des groupes de chevaux, d'essayer de mettre un licol, d'essayer... C'était à mourir de rire et en même temps pas très rigolo pour eux, je pense. C'est que d'un coup, je les regardais et d'un coup j'entendais « Couchez-vous, get down !» Et là, tu voyais tous les chevaux qui fonçaient à un endroit parce qu'ils étaient apeurés et tous les humains, tous les prisonniers qui se jetaient sous les barrières et puis ils relevaient la tête, ils disaient « Ok, c'est passé, on y retourne ». Bon bref, ça m'a fasciné un peu de voir ce monde un peu sauvage, autant du côté humain que du côté animal, se mêler. Et la rencontre des titans, là. Hein le choc des titans. Ouais. Ah oui, vraiment, ouais. Et en même temps, et donc mon activité au sein des prisons, c'était en France quand je suis rentré à la prison d'Arles.
Mais du coup, déjà, comment est-ce que tu as découvert ce milieu-là une fois que tu vois, comment tu as pu faire cette visite? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Si tu veux, moi, au départ, j'ai fait une formation d'éducateur. Donc, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé, j'ai fait 1 an et demi de formation de moniteur éducateur que j'ai interrompu parce que je suis parti aux États-Unis. En même temps, je travaillais déjà dans une institution à Nîmes avec les autistes, avec les ados difficiles. Oui, donc même dès le départ, ça avait vraiment ce côté très accompagner l'humain. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, quand je suis parti aux États-Unis, je me suis vraiment mis sur le cheval. Et le cheval m'a ramené à l'humain. Et donc, voilà, la boucle était un peu bouclée. Mais je suis très sensible à... Apparemment, tu sais, quand j'ai fait quelques tests de personnalité... à chaque fois, le côté empathique revient, tu vois. Mais tu es d'accord avec? T'es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je suis très OK avec ça. Et du coup, j'essaye quand même de porter un regard sur le monde, un regard sur... je me dis que dans une société... je m'inspire du cheval, hein, quelque part. Je me dis... on doit s'occuper de tout le monde, tu vois. Et on doit s'occuper des personnes âgées, on doit s'occuper des prisonniers, on doit s'occuper des handicapés, on doit... Tu vois, une société saine, pour moi, elle repose sur ça aussi, quoi. On laisse personne tomber dans un coin. Ouais. Et oui, et puis... Oui. Donc ça m'a toujours... ça m'accompagne, tu vois, c'est vraiment cette idée-là de... Et donc, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? En tout cas, il y a une attirance aussi pour aller accompagner des gens qui peuvent être dans le besoin. Alors après, c'est sûr qu'il y a un grand débat sur, mais alors les détenus, est-ce qu'ils méritent de passer une journée avec les chevaux? Tu vois? C'est un débat dans lequel moi je vais pas rentrer, mais pour moi, sociétalement, un humain reste un humain, malgré peut-être des actes, mais en tout cas, il va ressortir cet humain. Ouais. Tu vois? Et donc moi, les journées avec les chevaux et les détenus ont été très, très formatrices dans beaucoup de choses, dans l'humanité que j'ai vue chez ces gens-là. Tu vois? Parce que tout le monde n'est pas fou en prison, hein. Tu vois, il y a des gens qui ont glissé, il y a des gens qui ont pas géré une émotion à un certain moment et qui le regrettent. Il y a un peu de tout en prison, tu vois. Et quelque part, je me dis, ça peut être moi, hein. Ça aurait pu être moi, tu vois. Et donc, ça a été très, très formateur, très formateur dans le sens où j'ai découvert une population à laquelle je m'attendais pas, en fait. Notamment dans l'humanité qui y avait derrière les murs, en fait. Et beaucoup aussi de personnes que où il y a plus d'humanité, tu vois. Mais en tout cas, il y en a pas beaucoup. Mais j'ai tout vu, en fait, là-bas derrière. Ouais, là, t'as pu avoir un joli spectre de l'humain pour le comprendre. Ouais, j'ai tout vu, ouais. Wow. Et ça a dû être marquant aussi, je pense. La première fois où t'as dû rentrer dans la prison et... Surtout la prison dans laquelle j'ai été, parce que c'est une prison sécuritaire. Arles, on n'y va pas parce qu'on a volé un sac à l'arraché, quoi. Donc, c'est quand même sérieux comme prison. Et c'est quoi les vertus pour toi d'un tel programme? Parce que du coup, pour rappeler rapidement ce que tu avais vu en tout cas en Arizona, du coup tu me corriges si j'ai mal fait mes devoirs, mais où les détenus se portaient volontaires, faisaient les box pendant 2 ans avant de pouvoir être au contact des Mustangs et travailler sur le débourrage et avoir un cheval, s'en occuper, puis après le suivant. Ouais, alors pour moi c'est clair, il y a quelque chose qui est très très différent entre les programmes aux États-Unis en prison et les programmes en France, quel qu'il soit en France pour l'instant, c'est que aux États-Unis c'est pérenne.
C'est-à-dire que les détenus ont accès à un programme avec le cheval, mais sur des années et des années. Et du coup... Donc c'est leur quotidien pendant des années. C'est ça. Et du coup, ils avancent beaucoup sur leur manière de voir le monde, sur leur manière de voir l'autre. Et du coup, il y a une vraie réhabilitation, une sociale et professionnelle derrière. Ouais, quoi. Et professionnelle en plus. En France, aujourd'hui, et moi, dans les programmes que j'ai participé, c'était du one-shot. Et du coup... C'est très sporadique. Voilà. Et donc, donc du coup, c'est la vraie différence entre les deux pays par rapport à ça. Donc, je rêve, moi, qu'un jour, quelqu'un puisse développer un programme, mais... Qu'est-ce qui bloque, tu penses, pour développer un programme aussi ambitieux en France Je sais pas, on est encore pas... on est encore dans un pays où... On est encore dans un pays où, quand quelqu'un essaye de s'échapper d'une cage, on le punit, tu vois, et on lui remet peut-être encore de la peine. Alors que je crois que... Alors, je vais pas dire une connerie, hein, mais à vérifier, mais je crois que des pays comme le Danemark, la Finlande, ils trouvent ça normal, en fait, qu'on veuille s'échapper. Et donc, on te rattrape, mais si on te rattrape, tu continues ta peine. C'est normal que le lion veuille s'échapper de la cage. Oui. Tu vois ? C'est le jeu du chat et la souris, à un moment. À un moment donné, oui, on t'enferme parce que tu le mérites peut-être, mais c'est pas la question. C'est qu'à un moment donné, tu es enfermé, tu as envie de sortir. Et donc, tu vois, dans la culture encore, voilà, je pense qu'il y a encore des choses à réfléchir, à philosopher, à avancer. C'est pas un jugement, c'est comme ça. On en est là, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Ouais. Est-ce que du coup, tu t'es retrouvé un peu baigné dans ce milieu-là pendant combien de temps ? Pas très longtemps. On a fait 6 journées à Arles. Et après, je suis allé à Tarascon faire des journées qui, au départ, étaient des journées de formation pour le personnel. Et qui, grâce à la relation avec le cheval, allait peut-être comprendre qu'il y avait peut-être un moyen de communiquer avec les détenus peut-être différent. Donc, en tout cas, c'était l'idée. Tu vois, vers une communication un peu moins violente. Pour voir si les détenus allaient faire de même, en fait. Cause à effet. Ouais. Et puis en fait, c'est parti sur aussi les jeunes. Et donc, après, j'ai fait des journées pour accompagner les jeunes délinquants. Okay. 18-25 ans. Et t'as vu une personne se métamorphoser au contact comme ça du cheval ? Alors, je vais pas dire métamorphoser dans le sens où elle est transformée pour toujours, hein. Mais j'ai vu des choses qui étaient... Oui, j'ai vu des moments très très marquants, des gens qui avaient pas bougé leur corps depuis des années parce qu'ils étaient en cellule et qui voulaient pas sortir parce qu'ils ont le choix, hein. Et des gens qui se sont mis à courir avec les chevaux et qui ont réalisé au bout de 10 secondes que mais j'ai pas couru depuis 8 ans. Et du coup c'est une prise de conscience qui est... Et voilà, et de savoir qu'après, ces gens commencent à sortir, commencent à aller jouer au foot, commencent à aller faire des choses. C'est voilà, ce genre de moments... Se retrouvent aussi un peu eux-mêmes quelque part et se reconstruisent. Et... Ouais, je crois que Tu penses que ce genre de programme, ça permet derrière d'avoir des gens plus sains qui sortent, qui peuvent retrouver la société et... Si c'est pérenne, ouais, je pense qu'on peut vraiment les amener à quelque chose, mais... Ouais, parce que c'est vrai que tu t'insistais sur le fait que tu réhumanises les gens. Parce que c'est vrai que dans un système comme ça, où tu dois avoir... oui, tu disais la violence, puis tu dois avoir les jeux de pouvoir, les hiérarchies. Donc je pense que tu dois... pour survivre, tu te blindes, c'est pas... Ah ben oui. Enfin, moi, je suis pas un spécialiste de la prison, tu vois, mais évidemment, ouais. Donc... Mais le programme aux États-Unis fonctionne super bien. Il y a 0% récidive. Mais parce que, pendant 15 ans, les mecs, ils débourrent des Mustangs, quoi. Et il faut bien qu'ils trouvent la solution pour y arriver, sans mourir, au passage.
Et du coup, il développe de vraies habiletés, de vraies compétences, de relationnel, un vrai savoir-être, gérer leurs émotions quand il faut, chose qu'ils n'ont pas su faire avant, quoi. C'est la raison pour laquelle ils sont en prison, quoi. C'est aussi un sacré bout de ton aventure, ça. Hein, oui. C'est ponctué de... Mon parcours, il est ponctué de plein de choses, en fait. Il y a tout le côté art martial, il y a plein de choses qui font que... Tu vois, je peux pas te dire que je suis aujourd'hui avec le cheval parce que j'ai fait que le cheval. Il y a plein de choses qui... C'est tout ce que tu as fait autour qui a nourri, en fait, ton rapport et ta manière de... Oui, mais c'est pour tout le monde, ça. Hein. Oui. Oh. Et donc, après, tu es rentré en France. Je peux te demander pourquoi tu es rentré en France? Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, ça fait 24 ans que je suis là, j'y reste, tu vois, et J'avais fait un grand tour, quand même. Hein. Ouais. Une des raisons, quand même, qui était un peu au fin fond de mes tripes, c'était que j'avais du mal à me projeter à la retraite aux États-Unis, loin de ma famille, loin un peu de tout ça. Donc il y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait que je suis rentré plus vite, mais ça faisait un petit moment que je me disais, mais attends, les années passent, on voit pas les gens très souvent, on voit pas les enfants grandir, on voit pas, tu vois, tes parents vieillir, etc. Et du coup, je me suis posé la question de dire, mais tu vas rester là toute ta vie ou... Et voilà, et comme je me projetais pas... Ouais, sur encore plus long terme. À la retraite. Tu vois, je me projetais pas à la retraite là-bas tout seul. Ouais. Donc... Oui, parce que ça, je pense que tu vois, là, quand je peux discuter avec d'autres gens de mon âge autour et toi, t'aimerais travailler au plus tard, c'est un vrai sujet de se dire l'éloignement, en fait, avec la famille, justement, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Donc, ok. Et donc, t'es rentré en France, et je pense qu'en fait, j'ai plutôt envie de reboucler comme c'était... Enfin, le rentrer en France, c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui, j'imagine, donc c'était plutôt début d'épisode. Là, j'aimerais bien reboucler sur encore avant les États-Unis, et te demander, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec un cheval? Non. Ok. Non, je me souviens de rencontres très spécifiques avec certains chevaux, mais vraiment le moment de rencontre, parce que c'est des chevaux qui m'ont marqué, et qui m'ont beaucoup appris, et que... Mais le premier moment avec un cheval, je me souviens pas. Je sais que mes parents m'avaient acheté un cheval à bascule quand j'étais bébé. Tu vois, le truc... le premier cheval au quotidien. Et que ma mère m'a dit il y a quelques années, elle m'a dit, tu sais, parce que j'ai la photo, elle m'a dit, tu sais, ce cheval qu'on t'avait acheté, nous on t'avait acheté pour que tu montes dessus. Tu vois, que tu commences à grimper, que tu commences à te basculer, quoi. Et elle m'a dit, ça nous a toujours marqué parce que tu as grandi et tu n'as jamais posé tes fesses sur ce cheval. Par contre, tu l'as brossé, tu lui as nettoyé les fesses avec du papier hygiénique, tu lui brossais la queue, tu le caressais, tu lui parlais, et mes parents, eux, ils étaient à côté, ils se disaient, mais il va jamais monter ou quoi? Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment ce côté, cette attirance pour l'animal qui est au-delà d'une activité précise, on va dire. Être avec lui me procure énormément, tu vois. Et tu te souviens ce qui t'attirait, justement, chez le cheval? Dès le jeune âge, en fait? Non, je sais pas. Je peux pas te dire... j'ai écrit un article il y a quelques années où je disais que j'ai cherché... J'ai cherché pendant longtemps déjà pourquoi j'étais avec lui, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y en avait pas dans la famille et tout ça. Puis j'ai arrêté de chercher. Oui, parce que du coup, toi, t'as grandi en Camargue, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc c'est vrai que je me dis, même si tes parents n'étaient pas dans ce monde-là, t'as, je pense, la culture locale, les manades et... Complètement. Puis, les Camargues, quoi, c'est... Camargue, les taureaux, tu vois, tout ce qui... Oui, là, tu es baigné là-dedans, parce que
Le moindre village, ça fait de votive, il y a des chevaux partout. Alors du coup, quand tu es quand même un peu attiré par le cheval, là, tu es au bon endroit. Là, t'es rassasié, quoi. Est-ce qu'à un moment, quand tu sentais que t'allais vraiment à fond dans le cheval et tout, est-ce que à un moment, t'as eu peur de cette voix qui est un peu hors des sentiers battus, quelque part, ou hors des... Moi, je trouve qu'il y a un truc justement très libre, parce que c'est hors des sentiers battus, c'est un peu... Ça reste un peu hors des attentes, je trouve qu'on peut avoir, ou des pressions sociétales, des pairs, etc., qui sont plutôt comme les rêves un peu farfelus dont tu parlais, tu vois. Tu vas aller en entreprise, tu vas monter ton truc, tu vas... Et à un moment, ça t'a un peu effrayé de te dire non, moi, je vais faire mon truc, quoi. Oui, toujours. Oui, il y a toujours... c'est jamais sûr, en fait. Et en fait, tu vois, ce que tu décris, il faut travailler, il faut faire ça. Là, c'est le côté plus sécurisant, tu vois. Et j'ai quand même un esprit un peu libre, je pense, que mes parents ont toujours valorisé, m'ont toujours dit, t'es pas bien là, tu vas ailleurs, hein, tu vois, t'es pas attaché, quoi. Et du coup, mais par contre, en étant comme ça, il y a beaucoup d'instants où tu te sens pas tout le temps en sécurité, quoi. Loin de là. Ah bah ouais, avec la liberté va l'incertitude. Ça a un prix quand même, tu vois. Donc. Et comment t'as dealé avec cette peur-là ? Je crois que c'est vraiment de continuer à faire attention à ce qui m'anime vraiment, à me dire t'as qu'une vie, que si tu vas te faire chier, excusez-moi, je parle comme je parle, mais que si tu vas te faire chier à faire des trucs que t'as pas envie, fais attention à ça, quoi. Alors ouais, hein, c'est dur parce que tu te dis, ouais, mais je vais gagner vachement moins d'argent en faisant ça. Mais je me suis quand même accroché à ça, la plupart du temps très inconsciemment, je pense, tu vois, c'est juste que c'est moi, quoi. Je te donne quelque chose qui m'est resté, que j'évoque assez souvent parce que j'y repense des fois. Je me dis, tu vois, quand j'avais 17 ans, j'allais passer le bac, tu vois. Comme j'étais pas très bon à l'école, parce que ça m'intéressait pas du tout, le format de l'école, ma mère m'avait trouvé un job à la mairie à Nîmes. Et donc, j'allais être fonctionnaire, tu vois. Petit coup de piston, et je rentre à la mairie, tu vois. Oh, mais moi, je vais faire la mairie, quoi. Dans un bureau. Et ma mère était aux anges. Parce que, ça y est, il a un super job, tu vois. Et en même temps, il y avait plein de gens qui rêvaient d'avoir ce job. Et j'ai fait 2 jours, quoi. Et j'ai fait 2 jours, je suis parti en courant, quoi. J'ai démissionné. Ah ouais, t'as dit... Donc, je t'explique pas comment, voilà, mes parents, ils étaient pas très contents, quand même, parce que... En plus, surtout s'il avait fait son petit coup de piston, c'est... Voilà, oui, en plus, ouais. Tu vois. Mais voilà, c'est juste pour dire que ça me correspondait pas. Et que ton instinct, très vite, en fait, c'est quand même un truc que... Bon, allez, on va y mettre un pied, et en fait, t'as mis l'orteil et hop, t'as sauté hors de la mare. Je suis très aventurier dans l'âme, quand même. Hein. Quand je me regarde un peu de haut, je me dis, je suis quand même très aventurier dans l'âme. J'ai besoin d'expérience, j'ai besoin de terrain, j'ai besoin d'aller tester les choses, j'ai besoin de... Je suis pas trop PowerPoint, tu vois. Je suis un homme de terrain, ouais. Je suis un homme de terrain, ouais. Et je me suis beaucoup trompé. En même temps, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, finalement. C'est comme ça qu'on apprend. Je pense que l'apprentissage, il passe par là. Ça passe par le corps. Ça passe par l'intégration du corps. Et du coup, j'ai fait plein de conneries, tu vois, des trucs. Je me dis, putain, mais t'es con, quoi. Pourquoi t'as fait ça? Mais en même temps, c'est comme ça que tu apprends. Hein. Tu peux pas faire autrement. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi avec les chevaux, tu vois, d'essayer de faire passer aux gens l'idée que vous allez pas contrôler le truc, que votre cheval apprend parce qu'il fait des erreurs aussi, parce que c'est pas des erreurs en fait, c'est de l'apprentissage. Donc
Oui, tu avais parlé dans un autre podcast de la différence entre le contrôle et la maîtrise. Ça fait penser à ça. Là, tu vois, tu parles de l'importance avec le corps. Quel lien tu fais entre justement le fait que ton père était dans les arts martiaux et que tu as baigné dedans avec ta manière de faire des relations avec les chevaux? C'est la base, quoi. C'est vital. C'est le rapport au corps. C'est essentiel, quoi. C'est-à-dire le rapport au corps, c'est... La conscience de ton corps, la conscience de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de où il va, de la puissance qui peut s'en émaner, c'est juste essentiel le fait que tout passe par le corps, en fait. Quand tu regardes, t'as beau regarder des vidéos de quelqu'un qui danse la salsa, tu vas pas l'apprendre en regardant la vidéo. Il va falloir que ça passe dans ton corps, il va falloir que tu ressentes des choses, il va falloir que... Et du coup, tout ça, ça s'intègre. Et je crois durement à cette idée que quand ça passe par le corps, c'est rentré à jamais, quoi. Et en même temps, c'est vrai que je regarde, c'est ce qu'on demande aux chevaux. On leur demande de faire des exercices, de répéter, pour que le cheval l'intègre. Parce qu'on voit bien que ça passe par le corps. Et nous, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on expérimente, il faut qu'on se colle sur le terrain, il faut qu'on conscientise un peu plus ce corps. C'est là la grosse différence avec l'agitation, si tu veux. C'est que quand quelqu'un est agité, alors il sait plus ce qui se passe vraiment. Tu vois, quand tu lui demandes, mais t'as fait quoi? Ah ben, je sais pas. Tu vois? Et c'est là tu vois, là, cette semaine, on a fait une formation sur le calme et le mouvement. Ça reste quand même l'idée principale d'arriver à trouver du calme dans le mouvement, tu vois, c'est-à-dire à conscientiser ton mouvement, même si tu cours ou si tu marches au ralenti. Et puis, du mouvement dans le calme. C'est-à-dire de pas confondre le calme avec de la mollesse ou de l'absence. Tu vois, être calme et être là, ou être en mouvement sans être agité. Et ça, c'est vraiment un des points d'honneur sur lesquels je veux travailler, transmettre en tout cas, parce que déjà le cheval en a besoin. Et je pense que... Voilà, moi j'invite les humains à faire attention à ça, à y travailler. Donc les arts martiaux participent à ça. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine. J'habite en Corse aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'activités, que ce soit... Il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui font... Tu vois, moi, je fais du qigong, et tout ça participe à être, je pense, de meilleurs humains quand on est avec nos chevaux. C'est bien dit. Ça me justement Anaël dont on parlait, donc si elle nous écoute, on lui fait coucou. Coucou. Anaël et Émilie. C'est ça. Et Anaël m'a écrit cette question sur cette formation pour des jeunes qui ambitionnent d'avoir des carrières qui ressemblent un peu à la tienne, d'une manière ou d'une autre, de travailler sur l'éthologie du comportement, enfin voilà, qui se pose la question d'avoir un tampon, tu vois, d'avoir la formation officielle validée. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, pour réussir à faire sa place? Oui. On est dans un monde où, voilà, il faut des papiers quand même. Alors moi, je suis mal placé pour en parler. Parce que du coup, t'as ton propre tampon. Voilà. Je l'assume complètement. Je suis peut-être pas libre de faire tout ce que je pourrais, mais en tout cas, je suis bien où je suis. C'est pas la question que tu m'as posée. Je pense qu'on est quand même dans un pays où on est très diplôme. Donc, tu vois, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était énorme parce que je pouvais faire tout ce que je voulais. Et il fallait juste que je montre que j'étais motivé, que j'apprenais vite et que j'allais pas freiner au passage. Et tu vois, je travaillais dans des restaurants, je travaillais dans des trucs. On m'a rien demandé.
Donc c'était très libérateur dans ce sens-là. On est ici quand même dans un pays, on est les rois du diplôme quand même, je pense. Mais vraiment les rois, quoi. D'ailleurs, je crois qu'on est le seul pays d'Europe où pour enseigner quoi que ce soit en équitation, il faut des diplômes. Donc, tu vas partout ailleurs et il n'y a pas cette multitude de diplômes. Donc, moi, oui, si vous voulez faire une activité précise et que ça nécessite ça, faut y aller. Mais en même temps, aller chercher un diplôme, c'est super. Déjà, on peut apprendre déjà beaucoup de choses, d'accord. Il y a des cursus qui sont juste incroyables. Et donc, c'est. T'aurais des recommandations de cursus justement dans cette veine-là? Pas vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que je les connais pas vraiment, mais je suis sûr qu'il y a des cursus géniaux. Alors, est-ce qu'ils sont certifiés ou diplômants? Tu vois, beaucoup de gens cherchent le diplôme. La certification, c'est une certification. Donc, c'est là où il y a deux mondes quand même, encore aujourd'hui. Mais au-delà de ça, j'ai juste envie de dire que quand on est avec le cheval, il n'y a pas de diplôme. Voilà. Le cheval va exiger de nous des compétences. Et les compétences, si on les a apprises pendant le diplôme, c'est super. Et si on les a pas apprises, le cheval va quand même nous les demander. Et donc, peut-être pas toutes les formations vont nous préparer à l'exigence d'un cheval. Et c'est normal parce qu'il y en a tellement, en fait. Le cheval est tellement exigeant dans ce qu'il peut nous demander. Il a bien raison, d'ailleurs. Donc, il y a des compétences de savoir, il y a des compétences de savoir-faire, et il y a beaucoup de compétences de savoir-être. Donc, tu vois, je dis souvent... Moi, je combats l'anthropomorphisme, donc je vais peut-être utiliser des phrases, mais c'est vraiment pour symboliser quelque chose. Mais moi, je sais que personnellement, oui, si j'étais un cheval ou quand je vois les chevaux, je m'imagine qu'ils pourraient peut-être se dire, mais attends, tu me demandes de bouger, j'ai pas envie, j'ai le droit de pas avoir envie de bouger. Montre-moi l'énergie dans laquelle tu veux me mettre. Sois exemplaire. Montre-moi la vie, montre-moi l'énergie. Parce que si la vie, c'est dans ton stick, alors c'est pas très intéressant, ça fait un peu peur, ça m'énerve, ça m'agace, mais je te vois pas toi en vie, en fait. Et ça, c'est une vraie compétence. D'arriver à... J'ai envie que mon cheval bouge, comme je dis souvent, envie, je l'écris en 2 mots, quoi. Tu vois? Et où j'ai envie que mon cheval se calme, quelque part, j'entends, moi, le cheval qui se dit, OK, tu sais quoi, déjà, montre-moi ton calme, et après, on pourra discuter, peut-être. Parce que là, tu veux du calme, mais toi, tu es agité. Donc, l'exemplarité, elle est dure. De se rapprocher de quelque chose, d'incarner ce qu'on demande, en fait, déjà. Et là, le cheval, il va pas nous manquer, donc c'est ça qui est beau. C'est tout le travail, en fait, je pense. Parce que quand je donne cet exemple, je me réfère juste à ce que je vois dans un pré. Un cheval qui fait bouger un autre cheval, il est en vie. Et c'est tout son être qui le regarde, c'est tout son être qui lui demande, c'est tout son corps qui s'exprime. Ouais, on revient sur le corps. Ouais. Et bien entendu que ce cheval, il bouge. Et quand ce cheval est dans le calme, il broute. Il a l'encolure basse et il broute. C'est un vrai calme, en fait. C'est pas je surveille au cas où quelque chose pourrait se passer, et puis si lui il refait. C'est pas cette vigilance-là, c'est vraiment de la sérénité. C'est vraiment, voilà, c'est cette vigilance dont cette présence dans laquelle ils ont besoin d'être. Parce qu'en tant qu'animal de proie, si c'était dans le contrôle ou il serait mort en 24 heures, quoi. C'est pas possible. S'ils détendent pas l'élastique, déjà qu'ils ont peur d'une feuille morte, des fois, ça va être compliqué l'histoire.
Et donc, cette compétence de pouvoir lâcher le morceau tout en restant présent, d'accueillir la beauté de ce qui se passe devant toi. Mon cheval a fait un super effort. Et en même temps, de dire, là, maintenant, chouchou, tu vas bouger. Parce que c'est aussi ma place de te stimuler et de t'expliquer aussi comment on va faire les choses, des fois. Et donc, du coup, de me mettre en vie, moi, mais vraiment, tu vois, et d'arrêter de regarder par terre et de vraiment commencer à se mettre dans l'action, ben ouais, c'est un vrai travail, ouais. Donc finalement, quelque part, l'assertif, le diplôme, c'est vraiment le truc qui va te permettre initialement de pouvoir faire ses contacts avec ces chevaux-là de propriétaires ou avec ces gens-là. Donc c'est pour les gens. Et de toute façon, ce qui va prouver derrière, c'est ce qui se passera dans la séance. C'est ça qui fera vraiment avis de... Moi, je conseille à ceux qui sortent de formation déjà de se dire qu'on ne sait pas tout. Ça, c'est la base. Bah ouais, c'est clair. Et puis, on ne saura jamais tout. Et de... Comment tu conseillerais de faire ça pour faire sa place? Je pense que la place, faut pas essayer de la faire, je pense. Je pense que croire en ce qu'on fait... Enfin, faut pas essayer de la faire. Bien sûr qu'on va développer des choses pour développer une entreprise, mais être le plus vrai possible et convaincu de ce qu'on est en train de transmettre. C'est ce que je te parlais tout à l'heure avec mon ami indien, tu vois, qui m'a dit non, mais c'est ça. Suis ça. Vas-y. Moi, vraiment, pour faire sa place aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention à... faut pas essayer de séduire les gens. Il faut pas non plus essayer de les convaincre à tout prix que c'est ça qu'il faut faire. Je crois qu'il y a trop de gens qui font ça. Et je conseille de s'accrocher à ce qu'on ressent, à ce qu'on sait faire. Et les gens, ils viennent ce qu'ils ont besoin. Hein. Moi, j'essaie de faire pareil avec les gens que je fais avec les chevaux. Hein. J'essaie pas de convaincre les chevaux et j'essaie pas de les séduire non plus. Hein. Des fois, c'est droit, des fois, c'est direct, des fois, c'est tendre, mais c'est ce que c'est. Et comme je pense y croire profondément, moi, je m'aperçois qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à cette histoire. C'est vrai. Donc, se faire confiance et écouter son instinct, une fois qu'on a quand même développé un certain nombre d'habiletés qui permet... Ah oui, mais toujours continuer à développer des habiletés. Donc ça, ah oui. Ça reste un b.a.-ba. Ah oui, moi je dis toujours, j'essaie de me tromper un peu moins tous les jours. Tu vois, c'est vraiment l'idée, quoi. C'est un super beau credo. Ouais, c'est vraiment l'idée, quoi. C'est tu sais pas grand chose en fait, mais t'en sais un peu plus, quoi. C'est vrai. On arrive sur nos questions de fin, ça y est. J'aurais encore tout un tas de choses dont j'aimerais discuter avec toi, mais allons-y gaiement sur les questions de fin. Est-ce que on a un peu ce credo avec l'enthousiasme de se dire et pourquoi pas, puis de se lancer dans quelque chose. Est-ce que toi, tu as ce et pourquoi pas de demain, dans l'avenir, un et pourquoi pas qui se profile? Et pourquoi pas et une action, c'est ça? Oui, tout simplement, si tu veux, j'étais en train l'origine de ce podcast, je lisais un livre chez mon parrain, je regardais ses moutons. D'accord. Et puis, d'un coup, j'ai eu, mais pourquoi pas faire un podcast et puis interviewer des gens. Ouais. Et j'ai fermé le livre et puis cool. Nous voilà 2 ans après, tu vois. Ah ouais, c'est intéressant ça. Sur quelque chose qui n'est pas en cours, hein, vraiment. Ça, c'est libre à toi, voilà. Parce que j'ai beaucoup de projets en cours, donc j'ai pas nécessairement envie ils sont pas encore, je vais pas expliquer mes projets en cours, mais... Donc attention, teaser, donc je vais essayer de sortir de mes projets en cours pour peut-être, et pourquoi pas sur autre chose de différent alors. C'est ça. Et pourquoi pas, c'est intéressant comme question ça, et pourquoi pas offrir un moment au grand public qui n'ont encore jamais eu la possibilité de vivre avant, grâce au cheval et grâce à un outil innovant. Oh là là, super teaser. Mais chose promis, chose due, je ne poserai pas plus de questions. Ah oui, parce que tu ne sauras pas.
Est-ce que tu te considères comme un enthousiaste ? Oui. 100%. Ça, c'est un oui franc. J'adore. Ouais, non, mais c'est évident. Oui. Alors, ça... Là, ça va forcément avec ses hauts et ses bas dans son quotidien, mais de manière générale, la tendance est enthousiaste. Oui. Mais ça va bien. surtout avec le fait que, comme je te disais tout à l'heure au début, que j'ai un rythme de vie qui me convient, que... Que tu t'es écouté suffisamment pour dessiner une vie... Ouais, c'est ça. Fait main. Ah, j'aime bien dessiner, ça, c'est bien. Dessiner une vie. Ouais, non, j'ai une belle vie. C'est un côté très fait main, tu sais, très... Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, cadeau. Ouais, merci, je prends. Dessiner ma vie, c'est bien. Ouais. Non, j'ai une belle vie. Je suis très enthousiaste en général parce que je fais ce que j'aime. Je choisis aujourd'hui de quand je peux le faire, quand j'ai envie. Donc, du coup, c'est très qualitatif. J'ai une femme extraordinaire, j'ai des animaux, j'ai un lieu que j'affectionne très particulièrement. J'ai des gens avec qui je travaille qui sont juste pour moi très précieux. Et ça c'est tu vois, fondamental, ouais. Et donc, je suis très enthousiaste, ouais. Ce sourire en dit long. Est-ce que tu aurais une référence à nous partager d'un film, livre, podcast, peu importe, comme ça, que t'aimerais conseiller déjà à Romain et moi, et puis à tous ceux qui nous écoutent, quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'a... en rapport avec les chevaux ou non, dépendant. Toi qui vois. Je suis très inspiré. Au niveau cheval, tu vois, il y a des gens comme Pierre Beaupère qui m'inspirent, tu vois. Ça, c'est clair. Dans son monde à lui, je m'aperçois qu'en fait, on est un peu dans le même monde. Donc, ça, c'est très inspirant pour moi de croiser la route de personnes comme ça. Avec qui ça résonne et ça permet de s'élever ensemble, j'imagine. Ouais, pas seulement au niveau professionnel dans l'activité en elle-même, mais... Dans la philosophie ? Ouais, moi, les plus beaux moments que je passe avec un monsieur comme ça, c'est les moments d'échange quand on est que tous les deux et c'est très raccord tu vois, tu sens que c'est dans les tripes et que ça va rester là pour toujours, c'est pas, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant pour moi, c'est très inspirant. Donc j'invite les gens à aller voir un peu ce qu'il peut offrir. Il y a un livre que ma compagne m'a acheté il y a pas si longtemps, ça s'appelle Le Code du Samouraï. Et les arts martiaux. Allez, voilà. Cheval, art martial, en référence. Voilà, si tu veux, ouais. Mais en même temps, il y a... J'y retrouve plein de choses. Aujourd'hui, je fais des ponts. En même temps, c'est le livre du moment, donc c'est pour ça que peut-être il me vient, mais c'est inspirant parce que au-delà du truc du samouraï, il y a des vraies valeurs, il y a des vrais codes, il y a des vraies choses. Il y a un monsieur qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Maître Lé. Comment tu écris ? L-E. Ok. C'est un monsieur avec qui je travaille beaucoup en Qigong. Je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup, on va dire. D'aller se nourrir. Oui. Se nourrir c'est juste l'ouverture, en fait, tu vois, de dire... autant je vais être très inspiré par, tu vois, un paysan avec son cheval que par un grand nom du cheval, tu vois. C'est l'inspiration, elle est un peu partout. Tu vois, il y a des gens comme Guillaume Néry, c'est champion du monde d'apnée. Même si tu veux pas d'apnée, en fait, le mec, tu l'écoutes et il m'inspire, tu vois, dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, Voilà, donc... de toute manière, tout ça sera retrouvé en barre de description, mais c'est vrai que c'est des bonnes références à aller développer, à aller creuser. Je vais t'offrir le mot de la fin, déjà. L'idée du mot de la fin, c'est est-ce que, en un mot, une idée pour être un peu plus... Hein hop, on se... Enfin, je me prépare. En un mot, pour catalyser l'audace de quelqu'un qui se retrouve dans... Tu vois, peut-être comme toi, à 20 ans, tu vois, face à toutes ces envies, mais
où vais-je, je suis un peu perdue et puis waouh, que faire? Ou cette personne qui aimerait bien aller un peu dans un métier comme le tien ou dans des branches qui touchent aux nombreuses branches qui t'intéressent et qui a du mal à prendre ce pas pour oser se lancer. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour les aider à catalyser cette audace? De bien comprendre déjà le monde dans lequel on vit, ça me semble important déjà avant de dire oui, suivez votre instinct, etc. Mais de bien comprendre, en tout cas de s'efforcer de passer du temps un peu à comprendre le monde dans lequel on vit, qui bouge, qui change, et de trouver sa place. Je pense qu'il faut s'adapter aussi. Tu vois, il faut s'adapter. Alors moi, je pense que dans le monde du cheval, il y a beaucoup de choses à faire qu'on n'a encore pas faites, mais qui n'existent pas. Hein. Donc voilà, cette idée de dire je vais ouvrir un centre équestre. Ok, ça a déjà été fait, hein. Tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut pas en ouvrir, mais ce que je veux dire, les gens qui se lancent, il y a quand même le monde bouge. Les idées bougent, les perceptions bougent. Ça serait vraiment de prendre le temps de comprendre l'histoire là qui m'entoure et de faire attention aussi à la perception que j'ai justement de ce monde. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que je l'imagine? Et puis après de développer la créativité, je pense. Parce qu'il y a la créativité, des fois, moi quand je la croise, je l'adore. Hein. Mais bon, je la croise pas tous les jours. Hein. Donc moi je conseille à réfléchir sur la créativité, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire en fait. D'être un peu innovateur et de réussir à... Ouais, il y a un nouveau monde à créer là. Penser en dehors du cadre. Oui, il faut y participer. Ce serait dommage de ne pas y participer. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un lien ou quelque chose comme ça où rediriger les gens qui aimeraient bien se dire allez, je vais suivre un peu les aventures de Walter? Compliqué là. C'est compliqué parce que là, il faut que je me donne un peu plus de rigueur sur ça parce que je suis pas très bon là, donc je l'avoue. C'est pas toujours dépendant des personnalités, c'est pas forcément la partie la plus rigolote. Je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux et tout ça, donc il y a ma page Facebook, Walter Badet, donc c'est une page pro. Je vais essayer de poster un peu plus, je vous promets. Il y a ça, puis t'as quand même aussi fait deux autres podcasts où t'as pris la parole, si des gens veulent... Oui. Il y a aussi ça. Oui, tout à fait. Pour creuser le sujet. Voilà, ouais. Non, mais moi après je suis très accueillant, disponible, donc... Enfin disponible, non, pas toujours disponible, mais n'hésitez pas à me contacter, à aller voir ce que je fais si ça vous intéresse. Ça marche. J'aime les chevaux et j'aime les gens, donc voilà. Donc en effet, ça fait à la fin une jolie combinaison bien accueillante. Voilà, c'est ça. Oui, bien résumé. Eh bien écoute, merci pour ton temps. C'était vraiment un super échange. Je pense qu'on en ressort tous un peu avec des nouvelles billes de réflexion. Donc c'était exactement ce qu'il fallait. Donc merci à toi. C'est un vrai plaisir. Merci Loane. Avec plaisir. Merci parce que et Romain. Oui. Romain qui est au son là. Big up à Romain. Il parle pas mais il est là. Il a un beau sourire, une belle présence aussi. Merci à vous parce que vous êtes très investi dans ce que vous faites. Vous êtes déplacé, on peut le dire, non? Oui. Oui, voilà, donc vous avez fait 4h30 de voiture pour venir me voir. Ouais, mais ça me touche quelque part dans le sens où voilà, je sens le sérieux de votre mission, je sens le sérieux, l'investissement et en plus vous avez la banane. Et donc c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion.
Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit et pourquoi pas. Et vous ?